Bonjour à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour cette quotidienne du 13 septembre. Une journée qui marquera certainement l'histoire, ou en tout cas la nôtre, celle de nos vies, puisque dès aujourd'hui, restaurants, musées, zoos, concerts ne sont accessibles qu'aux seuls détenteurs d'un certificat Covid. Alors évidemment, tout le monde en parle, on en parlera aussi avec notre invité du jour, Daniel Walsh. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du groupement hospitalier de l'Ouest Lémanique. On parlera aussi de votre carrière, puisque vous avez annoncé officiellement prendre votre retraite l'année prochaine. Donc on refera un tour sur cette carrière. On parlera aussi des nouveautés, des nouveautés de l'hôpital. Mais un lundi matin, déjà la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment s'est passé votre week-end, Monsieur Walsh? Alors, très agréablement. Ouais. Très estival, hein, l'été commence. Hein. Un petit peu de sport le samedi, un petit peu de travail pour l'hôpital aussi, et puis je dirais presque la même chose le dimanche. Ouais, donc en tant que directeur surprenant, on a le temps d'avoir des temps de loisirs et des temps pour soi. On doit prendre le temps, mais c'est vrai qu'on travaille tous les week-ends. Ouais. Alors on en saura plus d'ici quelques instants. Pardon, je vous ai coupé. On travaille tous les week-ends? Non, aucun souci. Aucun souci. On travaille tout le temps, c'est ça. On arrive à se détendre. Alexandre, on le retrouve, je crois, même pas très loin de l'hôpital. Alexandre, bonjour, bonjour. Bonjour Andrea. Oui, je déambule dans les rues de Nyon puisque je vais à la rencontre de la famille Guzman à Nyon, ou plutôt de Daniel Guzman et de son papa qui vont courir une Spartan Race en Valais ce week-end. Et le défi est taille parce que Daniel va devoir pousser la chaise roulante dans laquelle se trouvera son papa qui a des soucis de santé. Donc un gros défi sportif en perspective. Et là, ils m'ont gentiment invité chez eux, dans leur coin d'intimité. Donc, je vais essayer d'en savoir plus un petit peu sur leurs relations et sur leurs défis. Alors, on se retrouve tout à l'heure, Alexandre, chez les Guzman. À tout à l'heure. L'actualité de l'hôpital de Nyon, du Gol, on y revient. C'est vrai qu'elle est assez chargée, notamment une extension. On en parlera aussi d'ici quelques instants. Et puis l'agenda, puisque c'est vrai que ce 13 septembre, il est assez symbolique aujourd'hui pour tout le monde. J'avais pu lire qu'à partir du 15, tout le personnel soignant devait être vacciné. Je crois qu'environ à mi-août, 70% du personnel était soigné chez vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? On est toujours aux alentours de 72% de personnel qui est potentiellement immunisé, c'est-à-dire que ce sont des collaborateurs qui ont eu 2 doses de vaccin ou qui ont malheureusement eu le Covid et puis qui ont fait une vaccination unique quelques mois plus tard. Donc on est à 72%, ça veut dire qu'il y a quand même encore un petit peu plus de 300 personnes qui malheureusement ne sont pas vaccinées. Oui, malheureusement, ça c'est la parole du directeur. Ou comment est-ce que vous faites justement pour... Est-ce que c'est des négociations? Comment vous discutez de ces choses-là avec vos employés? Alors on n'a jamais pris le parti au Gol de forcer les choses. Donc on essaye de communiquer, de sensibiliser, de convaincre. On a toujours fait ça en matière de vaccination. Dans certains hôpitaux, on a tendance à rendre obligatoire certains vaccins pour des services comme la pédiatrie ou les urgences. Ce n'est pas le cas chez nous. On a toujours essayé de convaincre par des argumentations solides. Mais là, ça devient un petit peu compliqué. On voit qu'on plafonne un petit peu autour de 72-73% des collaborateurs. Et puis les 300 qui restent sont plus réticents. Est-ce que c'est comme dans le reste de la société? On voit qu'il y a ces anti-vax, ces pro-vaccins. Est-ce que là, ça se dispute? Est-ce que les dialogues ils se font? Est-ce que le combat il est constructif? Alors, je crois que c'est le mot-clé, il faut dialoguer pour essayer de convaincre. Il faut essayer de sensibiliser nos collaborateurs et la population en général au fait que le bilan est très en faveur du vaccin. Je veux dire que le rapport entre les bénéfices et les risques c'est très en faveur du vaccin, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas garantir de manière absolue qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucun risque à se faire vacciner. Ça ne serait pas intellectuellement honnête, mais il faut se faire vacciner. Et puis, il faut surtout essayer de penser un petit peu collectif. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la population et parmi nos collaborateurs qui ne sont pas encore vaccinés, on pense beaucoup à soi. Et puis finalement, si on se met à penser un petit peu plus à la collectivité, on court se faire vacciner. Parce que c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ça peut paraître surprenant parce que c'est vrai que quand on est face à du personnel soignant, on pense que c'est aussi une vocation, que c'est un métier qui pense d'abord aux autres. Donc là, est-ce que vous comprenez cette position-là, cette position de vos employés qui choisissent de ne pas se faire vacciner? Alors c'est une question complexe. Pratiquement 100% des médecins sont vaccinés.
Dans le reste du personnel, on a un taux légèrement supérieur à 50% parmi les soins infirmiers, par exemple. Et c'est très délicat de dire ça, mais je pense que c'est peut-être un petit peu le rapport à la science qui fait cette différence. Un médecin, au travers de sa formation et de sa manière de réfléchir, base toute sa carrière sur des faits probants. On parle d'evidence-based medicine, hein, d'une médecine basée sur des faits probants. Et je pense que pour un médecin, c'est une évidence qu'il faut se faire vacciner. Et peut-être que plus on est scientifique, mieux on comprend que le vaccin ARN messager n'est pas inquiétant. Il ne rentre pas dans le noyau de la cellule, qui reste en dehors du noyau de la cellule. Et je pense que plus on communique avec des professionnels qui ont une formation scientifique qui est différente, qui est peut-être moins poussée que celle des médecins, plus il y a du travail de conviction. Oui. Ouais, la communication, c'est vrai que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. On voit que ça a été d'ailleurs un peu brouillon, ce qui a parfois pu brouiller certains messages. Est-ce que par rapport à l'hôpital de Nyon, justement, l'image qu'a l'hôpital, on sait que ça a souvent été compliqué, hein, qu'elle a souvent été négative, vous en savez quelque chose, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai pu lire, c'est une anecdote, hein, que par exemple les premiers patients avaient des petits billets sur eux qui disaient « Je ne veux pas aller à l'hôpital de Nyon ». Est-ce que ça, aujourd'hui, ça a changé et encore plus avec cette crise du Covid ? C'est une question qui me fait plaisir. Dans les années 80, certaines personnes avaient une petite carte qui disait « S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas aller à l'hôpital de Nyon ». Quand la nouvelle équipe a repris la direction, et moi-même en 1993, on avait encore de ces cartes qui traînaient dans la région. Et c'est clair que notre premier objectif a été de faire retrouver de la confiance de la population à l'égard de l'hôpital. On a travaillé là-dessus d'arrache-pied les 3 premières années. Et j'ai une petite anecdote, mais qui est authentique bien sûr, qui est très jolie, c'est qu'en 1996, donc 3 ans après notre entrée en fonction en tant que nouvelle équipe, j'ai un monsieur de Founet, qui était un monsieur très fortuné, qui était très reconnaissant par rapport à sa prise en charge à l'hôpital. Il était venu chez nous pour une urgence grave, il avait fait un séjour d'hospitalisation et il était sorti sauvé. Très reconnaissant à la garde de l'hôpital, avait demandé à me rencontrer. Il a fait un gros don, d'ailleurs, à l'époque, qui a permis de financer le tout premier SMUR. Mais ce monsieur, dont je ne dirai pas le nom, il est décédé aujourd'hui, m'a demandé, mais est-ce que vous m'autorisez à imprimer des petites cartes pour mes proches et pour mes enfants et mes petits-enfants qui disent que s'il m'arrive quelque chose, je veux être amené à l'hôpital de Nyon. Évidemment que j'ai répondu oui tout de suite. Et puis donc en 1996, on a eu une bascule en termes de confiance de la population à l'égard de l'hôpital et il y a eu les premières petites cartes qui disaient le contraire. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de petites cartes. Ni qui disent de ne pas venir, ni qui disent de venir. Mais c'est une jolie, vraie histoire. Alors, du coup, c'est vrai que cette histoire est très jolie, mais comment est-ce que cette crise est venue peut-être changer le rapport entre le personnel soignant et puis finalement les Nyonnais ou les gens du district ? Est-ce qu'il y a eu un changement aussi de confiance et de rapport que vous avez ressenti durant cette crise ? La crise du Covid, l'hôpital de Nyon a été beaucoup médiatisé. On est beaucoup passé dans des émissions phares de la RTS par exemple. Donc je pense que la population était très proche de nos équipes. Nos équipes ont été formidables. Hein. On est un des hôpitaux qui a le plus accru sa capacité en soins intensifs avec respirateurs. Hein. Pendant la première vague, donc on est en mars-avril 2020, on a triplé le nombre de lits de soins intensifs avec respirateurs. Donc nos équipes ont fait un travail exceptionnel. Là, on a ouvert nos portes à l'époque parce qu'on a toujours joué la carte de la transparence avec les médias, avec la presse, vous le savez. Et puis je pense que ça nous a rapprochés de la population, qui a vu qu'on faisait un travail exceptionnel en sa faveur, évidemment. Ouais, le centre de vaccination, aujourd'hui, il y a quelques jours, je crois, de fermer ses portes. Il fermera... Non, même, il a fermé. Il a fermé le 31 août, mais il va rouvrir le 1er janvier. D'accord, donc ça, c'est déjà annoncé. C'est quoi ? C'est la courbe des chiffres qui implique cette réouverture ou comment est aujourd'hui la situation à l'hôpital de Nyon ? Alors déjà, c'est l'État cantonal, c'est le canton de Vaud qui nous demande d'ouvrir ou de fermer un centre. Donc on l'a fermé le 31 août à la demande de l'État et on va le rouvrir début janvier à la demande de l'État. On sera le centre du district de Nyon d'ailleurs qui sera situé à l'hôpital. Avec les fériés, il va vraiment ouvrir le 5. La situation à l'hôpital, elle est maîtrisée, mais
mais je dirais qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Les services de soins intensifs de tout le pays, à Nyon, dans le canton de Vaud, en Suisse, sont proches de la saturation. Je regarde encore juste avant de venir les chiffres vaudois et les chiffres suisses. On est à moins de 20% de capacité de soins intensifs libres. C'est un standard pour nous. Quand on est en dessous de 20, c'est inquiétant. Donc à peu près 30-31% des lits aujourd'hui sont occupés par des patients Covid. Les autres sont occupés par des patients qui ont toute une série d'autres pathologies qu'on retrouve typiquement dans des soins intensifs, des septicémies, des problèmes cardiaques, des problèmes neurovasculaires. Mais nos soins intensifs sont quasi pleins. Les soins intensifs de Nyon étaient pleins ces dernières semaines. On a dû transférer plusieurs fois des patients vers d'autres hôpitaux. Ce matin, on a 2 lits libres. C'est pas beaucoup. On a, comme dans le reste du pays, 30% de nos lits qui sont occupés par des patients Covid, qui sont tous, il faut le dire, je crois qu'il faut insister, qui sont tous non vaccinés. Donc tous les patients qui sont dans les soins intensifs aujourd'hui sont non vaccinés, j'insiste, qui sont des patients de plus en plus jeunes. Comme ils sont plus jeunes et plus robustes en moyenne, ils restent plus longtemps dans les services de soins intensifs que les personnes âgées qu'on a eues, par exemple, pendant la première vague. Ça demande une prise en charge qui est beaucoup plus grande. Ça demande une prise en charge qui est beaucoup plus longue. Le séjour moyen aux soins intensifs en temps normal hors Covid, il est de 2 jours et demi. C'est pas beaucoup. Pour un patient Covid, le séjour, il est entre 2 et 4 semaines. Et avec des patients plus jeunes, il est toujours plus long, parce qu'ils sont plus robustes, parce qu'ils se battent plus longtemps. Et donc, nos soins intensifs sont plus vite saturés avec des patients plus jeunes qui restent plus longtemps. Ouais, ça, j'imagine qu'en termes d'organisation, c'est un vrai casse-tête pour le directeur que vous êtes, parce qu'il faut forcément penser au coût que coûte un patient Covid, aussi en termes de place. On sait que l'hôpital de Nyon aura son inauguration en novembre par rapport à cet agrandissement. Aujourd'hui, quand vous faites la balance, je sais que vos rapports aussi avec l'État ont parfois été houleux, compliqués, mais que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faut plus de place, plus d'argent, plus de personnel? Qu'est-ce qui manque? Alors, parce que 2 places, c'est vrai que si vous êtes 2 places, c'est quand même compliqué. 2 places en temps normal, c'est bien. Ouais. 2 places aujourd'hui, c'est trop peu. La semaine passée, on était plein. On a transféré 2 ou 3 patients par semaine vers d'autres hôpitaux pour des soins intensifs. Donc, je dirais que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je suis connu pour être plutôt frondeur. Mais on a bien négocié avec l'État cantonal les vagues précédentes du Covid. Et je crois qu'il faut le dire, le département de la Santé a honoré ce travail. Et on termine l'année 2020 avec des comptes qui sont sains une fois de plus. Et on démarre l'année 2021 avec des possibilités de financement extraordinaires qui font que je pense que le canton a compris ce qu'on fait et puis que notre travail est financièrement honoré, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, quelque part, c'est votre patte, Daniel Walsh, parce que les comptes, finalement, dans le noir, ça fait un moment qu'ils y sont. Ce n'est pas le cas à votre arrivée, donc c'est tout un travail de longue haleine. Mais j'imagine quand même, par rapport à vos équipes, par rapport à votre personnel, aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer aux autorités, qu'est-ce qui manque? Par exemple, pour l'hôpital de Nyon, pour Rolle, pour le directeur que vous êtes. Un message plus macroéconomique, il faut qu'on forme beaucoup plus de professionnels de la santé. Nos autorités le savent, mais je pense qu'il faut passer encore une vitesse supérieure. On manque cruellement d'infirmiers en soins intensifs. On manque cruellement d'infirmiers anesthésistes, d'infirmiers urgentistes. Toutes les filières de soins infirmiers spécialisés sont des marchés qui sont secs, où on va chercher notre personnel à l'étranger, largement en France, qui, du point de vue éthique, n'est pas correct. Donc je pense qu'il faut qu'on investisse beaucoup plus dans la formation des soignants. Il y a un rapport de l'Obsan qui vient de sortir à ce sujet, qui est un tout gros rapport qui est sorti la semaine passée, mais qui annonce quelques chiffres qui sont tout à fait impressionnants. On doit créer des sièges dans les écoles de soins infirmiers et on va manquer cruellement de personnel dans les années qui viennent. Ouais, donc éthiquement, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, ça vous pose peut-être problème personnellement d'aller chercher du personnel en France, par exemple? Alors, on ne va pas vraiment le chercher, il vient à nous.
parce que nos conditions sont plus attractives. Une infirmière va probablement gagner le triple de ce qu'elle gagne en France, ou un infirmier. Donc le personnel vient à nous, et donc on met très peu d'annonces, mais on a aujourd'hui plus de 50% de notre personnel soignant qui est français principalement. Et là, je pense qu'on doit rétablir cette balance. Et former plus, ce serait mon message pour le futur à long terme. Ouais, un message pour le futur. On reviendra aussi dans le passé avec vous, avec votre histoire. Et pour l'instant, on retrouve Alexandre Caporal sur place à Nyon, devant la porte des Guzman. C'est ça, plutôt dans l'immeuble, là, pour le moment. Donc, je suis à Nyon, effectivement, dans un immeuble à la rencontre de la famille Guzman. J'arrive gentiment devant leur porte. Du coup, on va simplement sonner. Alors, je ne sais pas si tu sonnes, on ne l'entend pas. Voilà. Voilà. Et voilà, bonjour Daniel. Voilà, Daniel Guzman. Comment ça va? Seulement, ça va bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Et puis votre papa, José Luis, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors Daniel, mettez-vous à côté de votre papa. Du coup, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Déjà, c'est très gentil. Enfin, chez vous, la famille Guzman, c'est ce qui a marqué sur la semaine. Donc c'est plutôt chez votre papa, chez vos parents. Et puis vous m'avez dit, vous habitez dans le même immeuble, c'est ça? Ouais, je suis à 2 entrées à côté en fait. C'est plus pratique aussi quand ils chutent pour pouvoir venir le relever. Alors, on va parler de vous, mais avant de parler de vous, parlons de ce défi sportif qui a lieu dimanche. Une Spartan Suisse, donc une Spartan Race, pardon, qui a lieu donc à Verbier ce dimanche. Daniel, vous allez courir avec votre papa, qui, on le voit, du coup, a des problèmes de santé dont on parlera après, mais du coup, qui sera dans une chaise roulante que vous devrez pousser pour gravir plein d'obstacles. Comment vous vous sentez là? C'est très bientôt? Alors, je suis plutôt confiant. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a une petite pointe de stress et de trac, mais c'est dimanche, quoi. Donc, non, ça va le faire. Il faut juste espérer que la météo soit avec nous. Vous vous entraînez en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Alors, cet après-midi, j'ai un entraînement de 2 heures. Demain aussi, mardi aussi. Et puis après, plus rien, repos pour être opérationnel au taquet dimanche, quoi. José Luis, vous y croyez à cette course? Vous croyez en votre fils et à la force des bras de votre fils, j'ai envie de dire? Ouais, on n'est pas 2 ou 3, on est 2000. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs, donc ça le gêne un peu d'être dans un fauteuil, quoi. Il y aura beaucoup d'autres coureurs avec vous, et donc du coup ça va être effectivement compliqué. Il va falloir redoubler d'efforts. C'est quoi les entraînements? Je crois que vous avez testé une chaise spéciale tous les deux. Elle était confortable, José Luis? Ouais, très bien. Daniel, c'est quoi cette chaise? En fait, c'est un fauteuil tout-terrain qui a été prêté par l'association Go Tandem de Villars. C'est concrètement un vélo sur 4 roues avec un siège baquet. Et puis lui, il manipule le guidon, il a le frein, et moi je le pousse. Voilà, elle fait 60 kilos. D'accord, donc José Luis, il va falloir vous aussi être concentré et puis guider votre fils avec le guidon. Ça va, c'est bon, vous êtes entraîné? Ouais, ça va. Mais moi, je trouve que je suis trop lourd pour pousser. Vous avez peur en fait du poids que vous faites, c'est ça, et des efforts que votre fils va devoir faire pour pousser votre chaise. En tout cas, c'est un très beau défi. On va en parler tout à l'heure, Daniel, du pourquoi, et puis aussi de ce qui est arrivé à votre papa, et ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez voulu vous lancer dans ce défi sportif. Donc on va viser dimanche, et puis on va aller s'installer. Eh bien, allez-y, je vous suis. On va aller s'installer. Eh bien, Andrea, José Luis m'a non seulement ouvert la porte de son chez lui, mais aussi de sa chambre, en fait. Donc, on va aller s'installer ici ensemble. Et puis, on va se retrouver après. Voilà, je m'installe, je pose le téléphone, et puis on va parler un petit peu de la relation entre Daniel et son papa. Voilà.
Alors à tout à l'heure. Et puis puisqu'on parle défis sportifs, qu'on parle de sport ici, eh bien il y a une autre championne, une autre athlète, une autre joueuse qui a fait des exploits à Nyon, c'est Timea Bachinski qui a été honorée ce week-end au TC Club, au tennis club de Nyon, pardon, je vais essayer de retrouver mes paroles, pour les 50 ans du club. Je vous propose de regarder tout ça en images. 50 ans du TC Nyon, qu'est-ce que ça représente ? J'ai énormément de souvenirs que j'ai essayé de partager avec toute cette expo photo. Il y a des copains de l'époque, de 1970, 80, les joueurs d'Interclub de l'époque. C'est un plaisir d'être président après 50 ans de tennis ici et de rendre hommage à nos prédécesseurs. Et puis quand même d'annoncer que nous, le comité en place, on a des projets d'avenir pour que ce club continue à être l'un des plus beaux. Vous allez dire que je manque de modestie, mais c'est l'un des plus beaux vraiment de Suisse romande, voire de Suisse. Alors oui, on voulait la montrer, cette nouvelle surface, de faire quelque chose d'officiel. Et puis surtout, on a un peu conjugué les événements, 50 ans, la nouvelle moquette, pas la nouvelle moquette, mais la nouvelle surface, montrer un peu le développement de notre école de tennis. C'était sympa de voir ces gamins jouer. Et puis on voulait quand même rendre hommage à Timea. Vous savez, 17 ans de carrière professionnelle, c'est énorme. En Suisse, c'est extraordinaire. Bien sûr, on parle de Roger, de Stan. Avant, il y avait eu Rosset, il y avait eu Jacob Lasek. Mais Timea, c'est l'une des meilleures joueuses. Il y a eu Hingis, bien sûr. Mais Timea, elle fait partie des 10 meilleures joueuses et joueurs suisses de tous les temps. Et ça faisait plaisir de l'honorer, surtout qu'elle a joué ici. Timea Bachinski, bonjour. Bonjour. Alors, on a senti beaucoup d'émotions lors de cette cérémonie ici au Tennis Club de Nyon. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai été très touchée et je suis toujours très touchée par les mots, que ce soit du président du TC Nyon et aussi du président de l'association vaudoise de tennis. L'accueil des personnes, la chaleur qu'elles transmettent, vraiment très très touchée. Et, ouais, voilà, ça se sent encore. Le fait qu'elle ait joué et qu'elle ait accepté de jouer la Ligue nationale A, pour nous, si vous voulez, c'est une bonne ambassadrice de dire à Nyon, c'est sympa, la qualité de la terre battue fait qu'on peut jouer à un haut niveau, s'entraîner ici, et puis de l'honorer, c'était pour service rendu, pour l'ensemble de son œuvre. Et puis vous avez vu, elle était super, comme elle a parlé, l'émotion, donc elle était 9e joueuse mondiale. Elle avait une émotion comme un junior en recevant un bouquet de fleurs et un bon cadeau. C'était quand même extraordinaire. Vous avez décidé de mettre un terme à votre carrière en cette année 2021. Comment vous vous sentez après cette décision ? Aujourd'hui, maintenant que vous êtes le regard tourné vers l'avenir, comment vous vous sentez ? Alors, je me sens bien. Ça fait 2 mois maintenant que j'ai annoncé. Et j'ai un peu l'impression que depuis 2 mois, ma vie est quasiment plus rythmée qu'avant. Avant, c'était uniquement le tennis. Et maintenant, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent un peu à gauche, à droite aussi. Et pas uniquement dans le tennis, mais... Et c'est vrai que c'est un rythme un petit peu différent. Les gens me disent « maintenant tu reviens à une vie normale ». Là maintenant je me dis « mais au fait c'était presque plus facile de jouer au tennis. Il y avait moins de choses au fait à faire. » Je souhaite en tout cas pour le futur partager avec les jeunes, rester dans le tennis. Je me dis avec toute l'expérience que j'ai pu avoir durant ces 18 dernières années, que ça serait trop dommage de ne pas partager avec les jeunes et de ne pas essayer de donner le maximum pour qu'ils se développent et pour essayer qu'ils deviennent encore meilleurs que les joueurs actuels. Après le sport, on ouvre à présent une page culture. Après 3 ans de travaux, l'usine à gaz ouvrait à nouveau ses portes avec un festival d'inauguration du 3 au 5 septembre. Durant 3 jours de fête, les spectateurs se sont réappropriés ce haut lieu culturel, plus précisément 1271 spectateurs qui ont pu retrouver les joies de la culture à Nyon. NRTV vous propose de suivre une série dédiée lors de ce festival d'inauguration. On a commencé par donner la parole aux bénévoles et au staff du comité de l'usine à gaz. Pour nous, c'est
c'est extrêmement enthousiasmant et c'est enfin l'aboutissement d'une année et demie de travail, d'accueillir des gens ici, de voir que ça vit, qu'il y a une ambiance détendue, qu'il y a des familles. La famille bénévole se reconstitue, puis elle s'élargit en fait aussi parce que comme c'est un festival et que là il y avait besoin de beaucoup de monde, du coup on a appelé en dehors de l'association, puis il y a plein de gens qui ont répondu présent et ça c'est très chouette. Puis là j'ai discuté avec une bénévole qui me disait ça me sort de mon isolement après ce confinement, ça me fait un bien fou. Enfin ça c'est super chouette parce que c'est l'autre mission de l'usine à gaz, c'est culture et convivialité. C'est une structure qui a une histoire qui est dense, qui est importante et qui n'aspire qu'à continuer en présentant toujours plus de choses et en allant toujours un petit peu plus loin. On a retrouvé le public, il y a eu pas mal de monde et les concerts étaient exceptionnels. De pouvoir revivre les soirées en plus un peu comme avant, avec le public au rendez-vous, c'était exceptionnel. J'ai vu tout d'un coup cette scène qui revivait, ça a été un moment extraordinaire. C'était très, très, très émouvant. Et enfin, il n'y a qu'à voir le monde qui est venu, l'accueil, que toute la région vienne ici, c'est un plaisir immense. Pour moi, c'est un accomplissement en quelque sorte de pouvoir travailler dans un outil comme celui-là. Je suis très fier et très ému de réouvrir tout ça. On a tout révisé le matériel, acheté du nouveau matériel pour tout ça. Et puis ici, c'est un plateau qui est beaucoup plus adapté, on va dire, pour accueillir des plus grosses productions. En gros, voilà, je pense qu'on est une équipe très énergique qui avons envie de vraiment faire que les choses aillent au mieux. Et puis, je crois qu'on arrive assez bien à faire les choses. Je crois que le côté de l'association et de l'histoire de l'usine m'a beaucoup plu. L'idée que ce soit un mouvement citoyen et que ça reste géré par du bénévolat, je trouvais ça super. On est tous là pour se soutenir et pour que ça fonctionne. On gère les problèmes les uns après les autres et tout se passe bien. On était déjà bénévole avant, depuis très très longtemps, en cuisine surtout, spécialisé en cuisine. Ouais, un nouveau départ. Le staff professionnel, super compétent, très sympa, on a de très bons contacts. Et puis les bénévoles, bon, certains on se connaît depuis très longtemps, on est content de donner quelque chose et de recevoir quelque chose aussi en retour. Forcément un peu plus de spectacles, théâtre, danse, etc. qui n'existaient pas forcément avant, ou beaucoup moins. Ça faisait vraiment plaisir de remettre en marche les deux salles, enfin la nouvelle salle pour la première fois et l'ancienne salle, la salle historique. La remettre en marche, la rééquiper, c'était vraiment cool. Ouais, on a vraiment une belle énergie maintenant et c'est vraiment chouette de relancer la saison, de démarrer la fête, démarrer les concerts. Et je pense qu'on va vraiment arriver à vivre des choses incroyables ici. Et puis c'est ça qui est important maintenant aussi, nous, de se mettre à fonctionner comme équipe et puis d'avoir du plaisir entre nous. Et il y a vraiment un tel engagement de chacun qu'on prend soin les uns des autres. Et ça, c'est très très beau. En plateau, toujours en compagnie du directeur du groupement hospitalier de l'Ouest Limanique, Daniel Boach, pour vous faire réagir à ce qu'on vient de voir, l'inauguration de l'usine à gaz. Est-ce que vous y étiez? Alors, j'y étais pas. J'ai un agenda qui est très rempli. Par contre, je passe devant 2 fois par jour et je suis très séduit par l'architecture du lieu. Je trouve qu'ils ont réussi quelque chose de superbe. En termes de réaménagement de cette partie du quartier, je trouve ça très réussi. Ouais. Ouais, du côté culturel, vous m'avez confié que vous étiez plutôt festival Vision du réel. Oui, alors j'adore le cinéma et en particulier, j'adore les documentaires. Donc je suis plutôt Vision du réel, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, cette année d'ailleurs, il y avait eu un documentaire, je crois, qui avait été fait dans le monde hospitalier. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment, non, je dois être transparent avec vous. Ouais. Mais j'en ai vu tellement. Mais c'est intéressant parce que pour rebondir à ce que vous me disiez avant par rapport à la communication de l'hôpital, notamment, que votre hôpital, l'hôpital de Nyon par exemple, a choisi d'ouvrir ses portes aujourd'hui plus à la presse. Est-ce que vous ressentez qu'au fil des années, c'était un besoin, un mal nécessaire de finalement de se mettre à nu devant la presse, d'accepter cette communication?
Alors, on ne se met pas complètement à nu. On a quelques règles, bien entendu, parce qu'on doit absolument respecter le secret médical. Et puis une certaine intimité pour nos patients. Mais j'ai toujours voulu, et on a toujours voulu jouer la carte de la transparence. Et on a créé un service de communication qui n'existait pas, avec des professionnels qui sont super, en 2020, début 2020. Et puis c'est vrai que ça a changé complètement la donne. Qu'est-ce que ça a changé ? Déjà, pour un vieux directeur comme moi, je dirais qu'on s'est mis à communiquer sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Si vous êtes un peu sur les réseaux, vous savez qu'on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Et ça a une portée que, bon, là, je ne vous apprendrai rien, qui est tout à fait étonnante. Mais ça, c'est tout nouveau. Le GOL n'existait pas sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, on est franchement actif avec cette équipe de professionnels. On a 3 personnes au service de communication qui sont jeunes et qui sont extrêmement compétents et qui font un super boulot. Vous-même, vous allez guigner ce qui s'y fait ? Alors, je dois avouer que je ne suis pas très réseaux sociaux. Par contre, je suis très média classique. Et puis, j'ai plutôt gardé cette partie-là au niveau de la direction. Et c'est ma présence aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, alors, on va revenir un petit peu dans le temps, parce que c'est vrai que vous dites le vieux directeur que je suis. Je crois que vous prenez la direction de l'hôpital à 33 ans. Vous êtes d'ailleurs, à l'époque, on dit le plus jeune directeur d'hôpital du pays. À 33 ans, Daniel Walsh à la tête du GOL, comment vous vous sentiez ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Alors c'était un superbe défi, c'était ma passion les hôpitaux, j'avais déjà travaillé dans les hôpitaux, c'était un superbe défi parce que l'hôpital de Nyon, soyons francs, n'allait pas bien à l'époque, les comptes étaient dans le rouge mais gravement, la réputation de l'hôpital, on en a déjà parlé, n'était pas excellente et il y avait tout à faire, il fallait reconstruire la confiance de la population, il fallait corriger les comptes, il fallait engager des professionnels parce que la confiance, elle se crée parce qu'on engage des très bons médecins et des très bons soignants et qu'on offre un service de première qualité. Et c'est là que la confiance se crée. Donc il fallait faire tout ça, c'était un superbe défi. Mais finalement, d'être très très jeune à ce moment-là, ça vous donne une énergie atypique et peut-être que c'était un atout d'avoir moins de 33 ans quand j'ai été sélectionné et puis de commencer ça à 33 ans. Ça vous a peut-être donné aussi, je ne sais pas, plus d'ambition. C'est vrai que quand on est jeune, on a parfois peur de rien. Est-ce que là, vous avez osé aller frapper certaines portes qu'il fallait justement ouvrir ? Oui, c'est vrai qu'on a secoué. On a secoué pas mal de choses. On a renouvelé la plupart des équipes de l'époque. Et puis on a parfois eu des relations avec le canton qui étaient, comme vous l'avez dit, assez vitaminées. Qui nous ont fait d'ailleurs une certaine réputation en la matière. Mais ça, c'était pas qu'au début, ça a duré quelques années, même si aujourd'hui elles sont beaucoup plus sereines. Mais on s'est battu pour le budget de l'hôpital. À l'époque, la plupart des financements, pour des raisons de lobbying politique, partaient sur la région du centre et dans le nord vaudois. Et puis pour resensibiliser, entre autres, le Grand Conseil à l'époque, au fait que l'Ouest avait aussi besoin de moyens et était tout aussi important, il a fallu parfois intervenir de manière un petit peu plus dynamique. Oui. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le financement, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, on le sait, mais on entend souvent les communes de la région, en tout cas, se plaindre auprès du canton. On dit souvent que c'est des communes riches qui se plaignent la bouche pleine. Est-ce qu'en termes de santé, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, que ce soit pour le groupement hospitalier morgien ou pour le groupement hospitalier nyonnais. À travers ces 30 dernières années, il y a eu un flux d'appui financier très important en faveur des autres régions et beaucoup moins de l'Ouest vaudois. Donc on a une tradition très libérale, libérale au sens profond, dans l'Ouest vaudois, qui est de moins solliciter d'aide étatique et de gérer nos hôpitaux et nos entreprises en général d'une telle manière qu'on est moins à solliciter l'État. Mais peut-être que parfois ça nous a desservi. Est-ce que vous avez été un directeur trop libéral du coup ? Libéral au sens de l'entrepreneur, certainement oui. Trop, je ne sais pas. Mais toujours avec une fibre sociale. Parce que ce qui est merveilleux dans le métier du directeur d'hôpital, c'est que vous dirigez une entreprise qui est absolument passionnante. C'est un métier très, très varié. Vous êtes patron d'une entreprise, comme de toutes les entreprises. C'est ce qui fait un peu votre patte aujourd'hui, parce qu'on dit que dans le métier, votre manière de gérer cette entreprise, vous avez toujours cru à un financement qui était finalement multimodal. Oui,
Oui. J'ai toujours beaucoup cru au secteur parapublic, aux hôpitaux privés reconnus d'intérêt public. Nous sommes un hôpital privé, une société anonyme reconnue d'intérêt public. C'est un cocktail excellent que malheureusement on abandonne un petit peu en Suisse pour nos hôpitaux, mais je le défendrai toujours, qui allie à la fois la rigueur, le dynamisme, la souplesse de l'entreprise privée, avec la mission, la raison d'être du secteur public. Qu'est-ce qui vous a fait y croire? Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis, dans des pays où ça ne se fait pas du tout. Qu'est-ce qui vous a fait avoir cette fibre-là, du coup? J'ai toujours été passionné par les hôpitaux. J'ai commencé ma carrière dans le privé, vous avez raison, pour une multinationale américaine, dans le secteur privé pur, très dur. Je suis revenu en Suisse et j'ai travaillé à la direction générale des hôpitaux universitaires de Genève pendant 5 ans, dans le secteur public pur. Et après avoir vécu dans le secteur privé américain et puis dans le secteur public genevois, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, je me suis dit la vérité, elle doit être au milieu. Et puis quand j'ai postulé à Nyon à 32 ans, c'était un choix tout à fait conscient que de postuler dans un établissement parapublic, privé, reconnu d'intérêt public, qui permet de s'exprimer comme entrepreneur, mais qui associe à ça du sens. Et ça, c'est très précieux. La raison d'être de l'hôpital, qui est finalement une mission humanitaire, cette mission publique qui fait que j'y trouve personnellement beaucoup de plaisir, mais qui est aussi un atout pour un patron d'entreprise en termes de motivation de ses équipes. Vous offrez du sens. Et je pense que l'hôpital aujourd'hui est très attractif pour des collaborateurs parce que vous avez ce dynamisme du privé, mais vous avez aussi ce sens du public. Ouais, c'est la seconde entreprise de la région, donc c'est vrai qu'on ressent là la responsabilité qu'est le vôtre en tant que directeur. Vous céderez votre place été prochain, donc forcément il va falloir chercher quelqu'un. Où est-ce que ça en est? Alors le poste a été mis au concours fin mai. On a eu 69 dossiers, on avait une shortlist de 7 très très belles candidatures, malheureusement pas de dames. De la région ou pas? Parce que j'ai pu comprendre que vous y tenez. Alors il y a dans la shortlist, il y a des candidatures principalement suisses ou des personnes qui ne sont pas suisses mais qui travaillent en Suisse depuis très longtemps. Dans la shortlist, il n'y a que des grands professionnels. Il y a des personnes de la région et des personnes qui viennent d'autres cantons. Ouais. Le choix final devrait être fait mi-octobre. Et vous aurez d'ailleurs un laps de temps où vous allez pouvoir travailler ensemble, je crois 2 mois, où vous pourrez travailler avec... Au mois de juin 2022, on va travailler en tandem. Et puis moi, je passerai le flambeau le 1er juillet 2022. Quelles sont les qualités ou peut-être les défauts aussi qu'il faut avoir pour ce futur poste de directeur? Alors, on cherche quelqu'un qui ait une expérience exécutive solide, donc qui a déjà dirigé une entreprise d'une certaine taille, voire d'une grande taille. On veut absolument quelqu'un qui a cette personnalité d'entrepreneur. Alors, le conseil d'administration du GOL tient énormément à ça, et moi aussi. On veut une ou un entrepreneur qui va perpétuer ces valeurs libérales. Et puis, on veut quelqu'un qui est un professionnel de la gestion hospitalière, évidemment, donc qui maîtrise parfaitement les enjeux et les domaines de nos hôpitaux. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître surprenant en vous entendant, parce que vous dites ce côté entrepreneur. Quand on parle d'un entrepreneur, on a souvent cette image du gros requin. Et vous avez dit, il faut pourtant cette fibre humaniste, celle que vous avez su avoir. Oui, oui. C'est quoi le juste milieu? Je pense que notre équipe de direction, toutes les personnes qui m'entourent, on correspond à peu près à ce juste milieu. On correspond à peu près à ce juste milieu. Mais notre mission, c'est d'accueillir, de soigner et de soulager les malades, les personnes souffrantes de la région. Donc cette mission humanitaire, elle prime sur tout le reste, évidemment. Donc il faut un directeur ou une directrice, ça sera un directeur apparemment, qui est très attaché à ça, qui est très sensible à ça. Ouais. Alors on va retrouver Alexandre Caporal qui est toujours sur place, qui va nous parler lui aussi de santé. Absolument, je suis toujours chez la famille Guzman en compagnie de Daniel et puis de son papa José Luis. Du coup, je rappelle qu'il se lance dans une Spartan Race ce dimanche à Verbier. Daniel,
courra avec son papa qui sera donc dans une chaise roulante que toi tu devras pousser. Raconte-nous peut-être la maladie en fait de ton papa, qui est une maladie pour le moment qu'on n'a pas réussi à identifier. Ton papa a été atteint de 10 AVC, 12 AVC. Raconte-moi un petit peu. En fait, ça s'est réveillé en novembre 2015, premier AVC, et puis donc ils ont tout investigué au niveau que ce soit corporel, hein, donc il a même arrêté de fumer et tout. Et du coup, la dernière piste, c'est le génétique. Donc on a dû faire plusieurs allers-retours entre le CHUV et les HUG. Et les professeurs ont analysé plusieurs chromosomes au niveau de l'ADN, mais ils n'ont pas trouvé un match avec une autre maladie potentiellement génétique qui pourrait causer des AVC. Donc du coup, on ne sait pas où chercher, quoi chercher. Et c'est pour ça que c'est probable génétique. Mais c'est surtout dégénératif. Donc à terme, voilà, en fait, c'est en train de grignoter ses capacités motrices, cognitives. Donc en fait, il a une sorte de masse blanche qui est en train d'atrophier son cerveau. Voilà, donc du coup, c'est un peu une course contre la montre. Et puis c'est effectivement compliqué, on imagine, José Luis, au quotidien. Alors ici, merci, vous nous avez vraiment accueillis dans votre chambre, alors qui était anciennement la vôtre, Daniel, on le précise quand même, voilà. Exactement. Donc, on a compris la maladie, ou en tout cas, on cherche encore à comprendre véritablement l'origine. Mais vous avez voulu faire de la lumière à la fois là-dessus et puis surtout sur le défi sportif que vous vous êtes lancé. Pourquoi justement avoir décidé d'embarquer votre papa dans cette Spartan Race ? Alors en fait, à la base, c'était purement un truc intime entre mon père et moi, parce que ado, qui ont train de vie, et puis lui, il était encore valide, donc il travaillait de très tôt à très tard. Hein. On pouvait pas partager quelque chose. Mon père n'était pas le père qui venait regarder son fils au match de foot, parce qu'il avait ses emplois du temps. Et puis moi, j'étais pas non plus celui qui disait viens papa, on va faire un tour en vélo, ou voilà. Et du coup, le temps faisant, et puis la maturité aussi, le recul, comme je vous ai dit, sa maladie avance. Cette année, je me dis, c'est le moment ou jamais, il faut que je partage un truc avec mon père. Parce que, je vis avec une certaine culpabilité de ne pas avoir partagé quelque chose avec lui jusqu'à maintenant. Puis je veux surtout plus avoir le regret, parce que je l'ai actuellement, de ne pas avoir partagé quelque chose avec lui s'il venait à partir demain. Et en fait, ces deux idées mises bout en bout, moi courant des Spartans depuis quelques années, je me suis dit, tiens, je vais partager cette passion avec mon père. Voilà, c'est parti de là. Une idée complètement simple, mais assez folle déjà. Ouais. Est-ce que vous en faites des Spartans ? C'est ça, depuis 2019. Et puis là, vous avez décidé de la faire cette fois-ci donc avec votre papa. José Luis, comment il vous a annoncé ça, Daniel, qui voulait vous embarquer ? Et puis comment vous l'avez pris, cette envie-là qu'il avait ? Il l'ai pris comme dans les journal. Et puis, j'ai dit oui. Il l'a pris à la rigolade et puis il a dit oui. Vous avez dit oui tout de suite ? C'était touchant, j'imagine, l'envie de Daniel de partager quelque chose de fort avec vous. Et puis aujourd'hui, qui devient aussi médiatique, j'ai envie de dire, qui fait de la lumière aussi sur votre relation à tous les deux. C'est quelque chose qui vous touche, José Luis ? Ouais. Je comprends, ouais. Mais moi, c'est moi-même, mais je n'arrive pas à marcher, et plus c'est lourd, et ça va être tordu. Oui, il dit qu'il n'arrive pas à marcher lui-même, et puis qu'il est lourd, donc du coup il a peur en fait que justement ça, même s'il se réjouit de cette course, votre papa a peur que ce soit compliqué pour vous. C'est ça, ouais. En fait, c'est vrai qu'au départ, quand je lui en ai parlé, parce que j'ai tendance à souvent rigoler avec lui, il pensait que c'était une blague. Et puis, je crois qu'il a pris conscience réellement la fois où je l'ai amené à un de mes entraînements, chez One More Step. Il nous a vu nous entraîner comme des dingues. Quand j'ai eu le fauteuil, là, c'était concret parce que du coup, là, je l'ai impliqué vraiment. Il était à l'entraînement, il s'entraînait lui-même. Et là, je crois qu'il a vraiment eu l'impact de se dire il rigole pas, mon fils. Là, on y va vraiment. Là. Donc là, ça y est, vous y croyez, on peut pas retourner en arrière. Et puis, comment il est, Daniel, à l'entraînement avec vous ? Est-ce qu'il vous motive, ou bien est-ce qu'il est tendre avec vous, ou bien au contraire, est-ce qu'il est dur ? Non, il me motive.
motive beaucoup. Mais des fois, il faut faire gaffe pour pas s'énerver. Alors là... Ouais, oui, j'ai mon petit caractère, c'est vrai. On va se le dire, mais je suis déterminé, donc c'est d'autant plus que je suis motivé. Donc après l'entraînement, bah oui, quand je suis en entraînement parce que j'ai un objectif qui est bien précis, une date précise, donc je suis un peu pris par le timing. Mais quand je m'entraîne avec lui, non, en fait, c'était plus en mode, pas en mode rigolade, mais on partage un truc, quoi. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé avec le fauteuil. C'est lui qui le pilotait, donc il avait la bonne place. Moi, je le poussais. Mais il a quand même eu la bonne idée de freiner en montée pendant que je le poussais. Donc, voilà. Oui, donc il y a quand même une complicité, et puis vous vous taquinez tous les deux, quoi. Donc José Luis n'est pas le dernier, c'est ça que vous êtes en train de me dire. D'accord. Et donc du coup, vous me disiez aussi, hors caméra et hors micro avant, que cette course, elle était en train de vous dépasser un petit peu, parce qu'il y a quelques médias qui commencent à en parler. Ça vous met beaucoup de pression pour vous dire, bon, bah, faut pas la rater dimanche. Alors, de toute façon, pour moi, l'échec n'était pas concevable, et toujours pas concevable. Hein, je vais aller au bout, c'est sûr. Même si je dois mettre 7 heures pour y arriver, je mettrai 7 heures. Si je dois passer en rampant, ça sera fait. Mon père, je le ferai passer à une arrivée debout, c'est sûr. Alors, comme je disais, l'idée de départ, de partager simplement un truc avec lui de manière intime, c'est complètement partagé sur les réseaux sociaux. Ça a pris une proportion assez grande, qu'effectivement, j'ai été contacté par plusieurs médias qui ont fait déjà des reportages. Et c'est vrai que en fait, j'ai tendance à oublier que, malgré qu'on me l'ait dit, le challenge est un côté surhumain. En fait, on m'a clairement dit au début, quand je cherchais un coach, que c'était physiquement impossible de le faire. Et j'en suis là aujourd'hui. Donc, il y a le défi sportif, effectivement, qui vous motive. Un dernier mot avant de se quitter. José Luis, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils pour l'encourager pour dimanche? Bon, je suis vieux, et puis s'il arrive à me ramener pour moi, alors c'est-à-dire, s'il y arrive, vous serez impressionné, quoi. En fait, c'est ça. D'accord. Et Daniel, un petit mot à votre papa, peut-être? Bah, j'aimerais juste, en fait, simplement qu'il garde à l'esprit que, oui, il est malade, mais qu'on doit faire avec. Malheureusement, je sais que ça, il en a marre, clairement. Mais on doit faire avec, et puis qu'il y a encore des belles choses à partager, des grands moments à partager, et puis que c'est peut-être juste le point de départ, en fait. Voilà. Donc, un message fort que vous envoyez aussi, eh bien, à ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, voilà, que l'impossible peut être possible avec la détermination qui est la vôtre. Voilà, merci beaucoup Daniel, et merci José Luis d'avoir été avec nous sur NRTV. Voilà Andrea, un message inspirant en ce lundi. C'est plutôt pas mal pour démarrer la semaine. Ouais, un message très touchant. En tout cas, merci à la famille Guzman d'avoir partagé ce moment d'intimité avec nous. Alexandre, on se retrouve demain pour un autre défi sportif. Daniel Walsh, c'est vrai que beaucoup de défis sportifs de ce genre dans la région ont lieu en ce moment. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, chez le directeur du GOL? Déjà, c'est une belle histoire d'amour entre un fils et son père, ou inversement. Et puis, vous avez vu, ils ont les yeux qui brillent de plaisir, hein. Ils étaient joyeux, autant le papa que le fils. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ce que ça évoque, c'est de dire l'importance des proches aidants. Ça fait quelques années qu'on a réalisé l'immense travail qui est fait par les proches aidants. Et on commence aujourd'hui à les reconnaître dans la société. On commence à les reconnaître dans les hôpitaux. C'est peut-être aussi moins un tabou aujourd'hui de parler de la maladie. On voit qu'il y a aussi moins de pudeur, qu'il faut justement en parler. Oui, moi je trouve bien. Et puis, comme disait le fils à son père, on doit vivre avec. Mais c'est surtout cette complicité de ce proche. Et puis, il y a énormément de proches aidants, des conjoints ou des enfants qui passent une partie importante de leur vie à soulager finalement le système de santé à domicile. Et on a établi une charte pour les proches aidants au GOL il y a quelques années. C'était une des toutes premières chartes en Suisse pour les proches aidants. Et on essaye de leur donner la place qu'ils méritent. Quand j'ai commencé, si un proche aidant venait aux urgences avec un parent, on laissait rentrer dans les urgences le patient, mais pas le proche aidant. C'est un terme qui n'existait pas.
Aujourd'hui, si vous avez votre petite carte de proche aidant, vous allez rentrer dans le service des urgences et vous allez accompagner le membre de votre famille qui est souffrant. Et puis vous allez être reconnu par les soignants comme un partenaire. Et ça, c'est un vrai plus. Ouais, un système de santé qui sait s'adapter aussi à sa société, être proche de sa société, des Nyonnais. Daniel Walsh, directeur du groupement hospitalier de l'Ouest lémanique. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Salutations à tout le personnel. On se réjouit aussi d'avoir de vos nouvelles et des nouvelles du GOL à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie pour cette quotidienne du 13 septembre. On se retrouve demain. Excellente suite de programme.